si tu scrutes les expressions des gens autour de toi, que tu rejoues des conversations dans ta tête, que tu prépares 10 scénarios avant ton meeting au travail. Cette vidéo est faite pour toi. On t'a peut-être dit que tu étais trop anxieuse, trop sensible, trop dans ta tête. Mais si je te disais que c'est peut-être pas de l'anxiété justement, et si justement très tôt tu avais appris à tout surveiller en permanence, eh bien tout ça, c'est peut-être pas de l'anxiété, c'est peut-être de l'hypervigilance. Et aujourd'hui, on va voir la différence. C'est parti. L'hypervigilance, c'est un état d'alerte permanent. Ton système nerveux tourne en mode surveillance continue. Il cherche des menaces, des signaux de danger, des changements d'humeur, des micro-expressions autour de nous. Concrètement, ça peut ressembler à ça. Tu remarques immédiatement quand quelqu'un est de mauvaise humeur dans la pièce. Tu analyses le ton des messages qu'on t'envoie. Tu peux pas juste te reposer. Ton esprit cherche constamment quelque chose à résoudre. Tu te prépares mentalement au pire, même dans des situations banales. Le silence des autres te semble lourd de sens. Ce que je vois souvent en séance, c'est que les femmes pensent que c'est une question de personnalité. Je suis comme ça. Mais non, en fait, j'ai envie de dire que c'est une réponse apprise. Peut-être pas consciemment, mais en tout cas, c'est un mécanisme qui est en place depuis certainement déjà très longtemps. Mais comme tout ce qui s'apprend, ça peut aussi évoluer. Et on est là pour ça. Alors pourquoi l'hypervigilance et l'anxiété se ressemblent ? Les deux épuisent, envahissent les pensées, mais il y a quand même une très forte distinction et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voici un petit tableau que j'ai créé pour te montrer les différences entre l'anxiété et l'hypervigilance. On peut voir que sous l'anxiété, il y a la peur d'un danger futur, alors que dans l'hypervigilance, c'est une surveillance d'un danger présumé constant. L'anxiété peut t'amener à surgir sans raison, alors que l'hypervigilance a une logique, une histoire. L'anxiété, elle se traite souvent par la relaxation et d'autres choses aussi bien sûr, mais l'hypervigilance, elle, la relaxation seule, en tout cas, ça ne suffit pas du tout. L'anxiété aussi, elle se projette dans le futur. Et si quelque chose de grave arrivait ? Et on s'imagine le scénario complet. Alors que dans l'hypervigilance, on est vraiment dans le présent. Je dois surveiller pour que justement rien de grave n'arrive. L'hypervigilance, c'est un mécanisme de protection, pas un dérèglement. Ton cerveau t'a appris qu'en étant vigilant, tu évitais des problèmes. Le problème, c'est quand il ne sait plus s'arrêter. C'est ce qu'on appelle une réponse du système nerveux autonome. La partie de ton cerveau qui gère la survie et la sécurité, sans passer par la réflexion consciente. Une fois activée de façon chronique, elle tourne en fond, comme une application en fond sur ton téléphone qui est ouverte et qui te bouffe la batterie. Alors d'où ça vient ? L'hypervigilance ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et voici quelques exemples d'environnements dans lesquels elle se construit. D'abord, grandir dans l'instabilité émotionnelle. Un parent imprévisible, sans pour autant être violent. Parfois, juste un parent inconsistant. Il y a des jours où tout va bien et d'autres où les journées sont super lourdes et chargées, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Les enfants apprennent à lire les signaux avant que l'orage n'éclate. Ça devient de la survie émotionnelle. Deuxièmement, être l'enfant parfait qui ne devait pas déranger. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Je te laisse aller voir. Et là, peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître. Quand on grandit en pensant que les émotions, ça dérange, les parents sont inconfortables avec la gestion des émotions des enfants, mais aussi des leurs. Et surtout, quand on grandit, quand la sagesse est récompensée, on développe un radar ultra sensible aux émotions des autres. Parce qu'au fond, c'est notre sécurité émotionnelle qui en dépend. En 3, grandir dans un monde collectivement instable. Notre génération a vécu des choses répétées à des âges charnières. Ces événements ne créent pas forcément l'hypervigilance, mais ils la renforcent et ils la valident. Et c'est surtout parce que ton cerveau avait de bonnes raisons d'être en alerte à ce moment-là. 4. La pression de performance constante. Des bonnes notes, des bonnes études, un bon travail. Tu as tout fait bien. L'erreur, par contre, elle, n'était pas permise à la maison.
Et quand l'échec est vécu comme une menace, le cerveau reste mobilisé en permanence pour l'éviter. Alors comment on s'en sort? D'abord, il faut réapprendre la sécurité. L'objectif n'est pas d'éteindre le radar intérieur, on en a quand même besoin, mais il faut qu'il soit rééquilibré. Il faut juste réapprendre que pas toutes les situations ont besoin d'un état d'alerte. Il faut apprendre à nommer ce qu'il se passe en temps réel. Il y a un exercice d'ailleurs, celui-là, 5 choses que vous voyez dans votre environnement immédiat, 4 choses que vous pouvez entendre, 3 objets que vous pouvez toucher, 2 choses que vous pouvez sentir et 1 chose que vous pouvez goûter. Et cette technique est à utiliser dès que tu sens la pression monter. Ça aide à calmer le système nerveux. Et puis observer, est-ce qu'il y a un réel danger tout de suite maintenant? Après, le stress, ça arrive. Mais avant de monter dans les tours, il faut aussi savoir respirer. Prendre une grande inspiration, la bloquer, expirer et bloquer de nouveau. C'est ce qu'on appelle le box breathing. Et c'est très efficace pour justement refaire descendre la pression. Et puis se souvenir que l'hypervigilance est installée par répétition. Donc elle va aussi se désamorcer par répétition. Donc tous les jours, il faut arriver à trouver des moments où consciemment tu te dis oui, là ça va, je suis en sécurité, tout va bien. Même dans les situations les plus banales. Même des fois juste le dire à voix haute, ça suffit. Et puis aussi travailler le corps et pas juste la tête. Parce que l'hypervigilance au final se loge aussi dans le corps, pas juste dans tes pensées. Donc parfois des approches corporelles peuvent aider à soulager cet état d'alerte permanent. La respiration, comme je le disais, le mouvement, les sensations. Ce n'est pas juste de la méditation New Age. Comme je dis toujours, on n'a pas besoin de se mettre en position du lotus pendant 1 heure pour faire redescendre la pression. Des fois, des tout petits exercices, mais faits quotidiennement, ça a un impact. L'hypervigilance, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une intelligence qui a été mise au service de ta survie, sauf que tu n'es pas tous les jours en mode survie. Enfin, ça ne devrait pas en tout cas. Aujourd'hui, cette hypervigilance doit être mise au service de ta vie quotidienne. Elle doit être activée au bon moment, quand tu en as besoin. Et les autres jours et les autres moments, tu ne devrais même pas y penser. Tu devrais être en mode relaxation. Encore une fois, le stress, c'est une chose différente. On peut être stressé sans être hypervigilant. Si tu veux savoir la différence entre les deux, dis-le moi en commentaire et peut-être que j'en ferai une vidéo dans le futur. Je sais qu'au quotidien, c'est super pesant parce que ça te bouffe littéralement ta batterie. Il y a une espèce de moteur super rapide qui analyse des choses très 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 rapidement. Là, on a parlé des émotions et de l'entourage, mais ça peut être aussi en voiture, de suranalyser les voitures, où est-ce qu'elles vont se positionner, est-ce qu'elle va tourner, est-ce qu'elle va pas tourner. Ça en devient presque divinatoire à ce moment-là. Tu vois le futur, tu anticipes tellement que tu sais déjà quelques secondes avant que ça va se passer. Si tu as regardé jusqu'à la fin, c'est que tu te reconnais certainement dans l'hypervigilance. Je te dis à la semaine prochaine, dimanche, 18h heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.